Après la chute du Troisième Reich, le monde pensait que l'idéologie nazie avait été ensevelie sous les décombres de Berlin. Mais dans les années 50, au cœur même des États-Unis, un nouveau visage émergeait pour raviver cette haine sous un costume américain et avec un accent patriotique. Son nom, George Lincoln Rockwell, vétéran de guerre, orateur charismatique et fondateur du Parti national-socialiste américain. Il idolâtrait Hitler, niait l'Holocauste et rêvait d'une nation blanche unifiée sous la croix gammée. Aujourd'hui, ces graines ont germé dans des recoins inattendus de la planète. Des manifestations d'extrême droite en Europe aux bataillons en Ukraine qui arborent fièrement des insignes SS, l'héritage du nazisme rampe comme une ombre persistante. Mais pourquoi, après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, des mouvements néo-nazis ont-ils vu le jour en plein XXe siècle? La chute du Führer et la dénazification totale. Allemagne, mai 1945. Le Reich était tombé. Les ruines de Berlin fumaient encore, et l'écho des bombes se mêlait à un silence déconcertant. Les drapeaux du Troisième Reich avaient été arrachés de tous les recoins, et le visage du Führer, omniprésent pendant plus d'une décennie, avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Au milieu de ce paysage désolé, les liens sociaux se brisaient aussi. Une grande partie de la population masculine étant morte ou en captivité, dans certains quartiers, il ne restait plus qu'un jeune Allemand pour 6 femmes. Les scènes de soldats alliés, notamment américains, flirtant avec les jeunes filles locales, commencèrent à se multiplier. Pour les rares jeunes Allemands revenus du front, ces images étaient une humiliation de plus. « Nous avons risqué notre vie pendant 6 ans, » disait-il avec amertume. « Et maintenant elles courent après les Américains comme si nous n'avions jamais été là. » La dénazification de l'Allemagne d'après-guerre s'avéra être un processus long et complexe. À la fin du conflit, le Parti national-socialiste comptait plus de 8 millions de membres, ce qui représentait d'immenses défis pour les Alliés. Dans les zones sous contrôle occidental, les autorités optèrent pour l'application d'un vaste système d'épuration sociale. Plus de 16 millions de formulaires, connus sous le nom de Fragebogen, furent distribués, un long questionnaire de 12 pages composé de 133 questions que chaque citoyen devait remplir en détaillant son degré d'implication dans le régime nazi. Les réponses permettaient de classer les individus en 5 catégories, de culpabilité majeure à exonéré, en passant par des degrés intermédiaires comme engagé ou sympathisant. Cette classification déterminait non seulement l'accès aux emplois publics ou aux postes administratifs, mais aussi au système de rationnement et d'aide sociale. Cependant, un problème évident apparut rapidement. Une grande partie de ceux qui occupaient des fonctions clés dans l'administration civile, la justice et l'enseignement avaient été liés d'une manière ou d'une autre au nazisme. Procéder à une purge totale signifiait, dans bien des cas, paralyser des secteurs entiers de l'État. De même, au début de l'occupation alliée, les autorités imposèrent des mesures strictes pour éradiquer toute trace du national-socialisme dans la vie publique allemande. Parmi celles-ci, l'interdiction absolue d'afficher des symboles nazis, comme la croix gammée ou le salut bras tendu, qui fut catégoriquement proscrit. Cette règle, encore en vigueur aujourd'hui, est souvent ignorée par les touristes étrangers qui, sans en connaître la gravité légale, imitent le geste dans des zones historiques, ce qui a conduit à de nombreuses arrestations chaque année. Afin de confronter la population à la réalité du régime qui avait gouverné le pays, des projections de documentaires comme Die Todesmühlen ou Welt im Film Nothing furent organisées, montrant des images des camps de concentration. Cependant, une partie du public préférait détourner le regard en signe de rejet ou de déni, révélant la difficulté à affronter le passé récent. Dans certains cas, comme dans le camp de concentration d'Ettesberg, on obligea les habitants des villes proches, comme Weimar, à parcourir les terrains où reposaient encore les corps empilés des victimes. La pédagogie de la culpabilité s'étendit aussi à l'espace urbain. Les rues de plusieurs villes furent couvertes d'affiches montrant des photographies des horreurs commises dans les camps, accompagnées de phrases directes telles que « Ces atrocités, ta faute ». C'était une tentative de lier moralement toute la société allemande aux conséquences du régime que beaucoup avaient soutenu, ou du moins toléré en silence. Punir ne suffisait pas. Après la chute du Troisième Reich, les Alliés comprirent que pour reconstruire l'Allemagne,
Il ne suffisait pas de juger les coupables. Il fallait transformer profondément la mentalité de toute une société. Après 12 ans de propagande totalitaire, de discours enflammés et d'éducation idéologique dès l'enfance, le peuple allemand devait être rééduqué aux valeurs démocratiques, à la tolérance et à la pensée critique. La défaite militaire, à elle seule, ne garantissait pas ce changement. Le défi était immense. Les citoyens les plus jeunes, éduqués entièrement sous le régime nazi, étaient ceux qui montraient la plus grande résistance au nouvel ordre. Pour beaucoup d'entre eux, le monde d'avant, marqué par la discipline, le nationalisme et la figure messianique du Führer, était la seule réalité qu'ils connaissaient. L'ouverture à de nouvelles formes de pensée, comme l'art moderne ou les idées libérales, suscitait des réactions viscérales, souvent d'hostilité ouverte. La graine d'une mentalité autoritaire battait encore avec force dans les jeunes générations. Face à cela, les Alliés mirent en œuvre des réformes profondes du système éducatif et des moyens de communication. Il était impératif de démonter les fondations culturelles et symboliques du nazisme et de les remplacer par des principes démocratiques. Les contenus scolaires furent révisés, les manuels changés, de nouveaux courants artistiques et littéraires promus, et toute expression exaltant le militarisme ou la supériorité raciale fut interdite. George Lincoln Rockwell, le Führer du Nouveau Monde. Après la chute du Troisième Reich, beaucoup crurent que le nazisme avait été éradiqué pour toujours. Cependant, à la fin des années 1950, un ancien officier de la marine des États-Unis, nommé George Lincoln Rockwell, allait ressusciter cette idéologie sur le sol américain. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale et ancien étudiant en philosophie à l'université Brown, Rockwell commença à adopter des idées fascistes pendant son service militaire. Alors qu'il était affecté en Islande durant la guerre de Corée, il devint obsédé par la propagande nazie, notamment Mein Kampf et les protocoles des sages de Sion. Cette exposition, ajoutée au climat anticommuniste aux États-Unis et à des figures comme Henry Ford et Charles Lindbergh, le radicalisèrent encore davantage. Né dans l'Illinois en 1918, Rockwell eut une enfance turbulente. Ses parents, artistes de vaudeville, divorcèrent lorsqu'il avait 6 ans. Il passa sa jeunesse entre le New Jersey et le Maine. Son père, connu sous le surnom de Doc, était un acteur de vaudeville renommé, descendant d'Anglais et d'Écossais, tandis que sa mère était une talentueuse danseuse d'origine française et allemande. Son père espérait que son fils intégrerait une université prestigieuse et insista pour qu'il postule à Harvard. Bien que ses notes se soient améliorées dans son second lycée, elles restaient irrégulières. Ainsi, pour renforcer sa candidature, Rockwell décida de suivre un semestre supplémentaire à Hope High School. Il y obtint un nouveau diplôme de fin d'études secondaires, mais Harvard le refusa finalement, car certains documents académiques ne furent jamais reçus à cause d'une erreur administrative. Ayant misé sur cette seule option et n'ayant pas postulé à d'autres universités, son père l'inscrivit à la Hebron Academy, située dans le Maine, afin qu'il ne perde pas l'année. En 1938, Rockwell entre à l'université Brown à Rhode Island pour étudier la philosophie. Ses résultats n'étaient pas brillants et étaient en deçà des exigences habituelles de l'université, mais il fut admis grâce à un score élevé à un test d'aptitude. Sur le campus, il devint éditeur artistique et caricaturiste du magazine étudiant Sir Brown, où il exprimait avec satire ses critiques idéologiques envers d'autres étudiants. Avec le temps, il adopta une vision de plus en plus sombre de l'humanité et de la société, et eut de fréquentes disputes avec son professeur de sociologie en raison de son rejet des idées égalitaires. L'un de ses essais sur la criminalité faillit lui valoir l'expulsion. Finalement, durant sa 2e année universitaire, il décida d'abandonner ses études et accepta un poste d'officier dans la marine des États-Unis. Il servit dans l'Atlantique et le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale comme pilote de transport et de reconnaissance. Après le conflit, il alterna entre des travaux dans l'art commercial et la vie de famille, tout en continuant comme réserviste. Au début des années 1950, son mariage s'était effondré et sa vision du monde avait pris un tournant extrémiste. En décembre 1954, il termina son service actif et Rockwell fut transféré dans la réserve, après quoi il retourna aux États-Unis avec Tora et ses enfants. Dans une tentative de subvenir aux besoins de sa famille, il essaya plusieurs voies professionnelles, dont l'écriture indépendante, parvenant à vendre quelques textes, bien qu'il reçût bien plus de refus.
Il tenta aussi de se lancer dans l'invention. Il fonda US Lady, un magazine destiné aux épouses des militaires américains. Bien qu'il fût relativement rentable à certains moments et qu'il atteignît une large distribution, le magazine était distribué gratuitement, et Rockwell finit par avoir des désaccords avec ses partenaires commerciaux, ce qui le poussa à vendre la publication en 1956. Plus tard, il travailla brièvement comme contractuel indépendant pour le magazine National Review. Entre 1957 et 1958, Rockwell fit une série de rêves culminant toujours par une rencontre avec Hitler, ce qui le motiva à rendre publique son idéologie. En 1958, il rencontra Harold Noel Arrowsmith Jr., un héritier fortuné et antisémite, qui lui fournit une maison et du matériel d'impression. Ensemble, ils fondèrent le Comité national pour libérer l'Amérique de la domination juive. Cette même année, Rockwell aida à fonder en Géorgie un parti politique raciste appelé Parti des droits nationaux des États, leur offrant des conseils et du matériel provenant de son comité. Le 29 juillet 1958, George Lincoln Rockwell organisa une manifestation devant la Maison-Blanche pour protester contre la décision du président Eisenhower d'envoyer des troupes au Moyen-Orient dans le cadre de l'opération Blue Bat. Lui et ses partisans soutenaient que cette action répondait à une supposée influence juive au sein du gouvernement américain. Plus tard, en octobre de cette même année, après l'attentat contre le temple hébreu bienveillant, les médias le lièrent initialement au crime. Bien que le FBI l'enquêtât, aucune preuve concluante ne fut trouvée. Néanmoins, Rockwell fut publiquement identifié comme sympathisant nazi, et la police fouilla sa maison le jour suivant l'attaque. En 1959, après sa séparation, Rockwell tenta de reconquérir Tora, son ex-épouse, mais la famille de celle-ci s'y opposa catégoriquement. Au cours de cette année, il sombra dans une forte consommation d'alcool. En décembre, il vendit toutes ses affaires pour se rendre de manière inattendue en Islande, dans l'espoir de la récupérer. Il lui promit qu'il abandonnerait totalement ses activités politiques si elle l'acceptait à nouveau. Selon son collaborateur James K. Warner, si Tora avait accepté, Rockwell aurait quitté le mouvement nazi. Cependant, le voyage fut contrôlé par la famille de Tora et celle-ci le rejeta. Rockwell rentra aux États-Unis sans revoir jamais ni sa femme ni ses enfants. Émotionnellement anéanti, il confia à sa mère qu'il avait perdu tout sens à sa vie et mentionna des pensées suicidaires. Cependant, après cet épisode, ses écrits et déclarations commencèrent à refléter un fanatisme idéologique renouvelé, avec encore plus de véhémence qu'auparavant. L'année suivante, il officialisa la fondation du parti nazi américain depuis sa maison à Arlington, en Virginie, adoptant publiquement des uniformes nazis, des croix gammées et un discours inspiré de Hitler. Rockwell se surnommait lui-même le Hitler américain et commença à organiser des rassemblements, publier des pamphlets antisémites et diffuser son idéologie dans des revues comme Stormtrooper Magazine. Il attira l'attention par des actions provocatrices, comme protester contre le film Exodus ou tenter de célébrer l'anniversaire de Hitler avec des néo-nazis britanniques. Bien qu'il soit toujours resté en marge de la politique, sa figure grandit symboliquement au sein de l'extrême droite américaine. Rockwell maîtrisait l'art d'attirer l'attention grâce à des actions politiques conçues pour provoquer la polémique. Son objectif principal était d'attirer autant d'attention médiatique que possible, et pour y parvenir, il provoquait intentionnellement certains secteurs de la société, surtout la communauté juive. Il utilisait ces réactions négatives comme carburant pour accroître la visibilité de sa cause, profitant également du climat social généré par le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. En guise de contre-mesure, des organisations juives aux États-Unis élaborèrent une stratégie d'isolement médiatique pour éviter que Rockwell ne gagne en notoriété. Cette tactique, déjà appliquée dans le passé contre des figures comme Gerald L. K. Smith, fut conçue par S. Andil Finberg du Comité juif américain. Son plan consistait à maintenir Rockwell à l'écart de 3 publics clés: les Juifs, le grand public et les sympathisants de l'antisémitisme, chacun avec une approche spécifique. Il recommanda de répondre à ces provocations par l'indifférence. Cependant, au sein du parti nazi américain, certains comme Matt Kehl assuraient qu'il existait un complot économique plus vaste, bien qu'aucune preuve n'ait jamais été trouvée. De plus, les tentatives pour l'isoler ne furent pas toujours efficaces. Cherchant à générer un impact médiatique,
Rockwell tenta d'organiser un meeting à Union Square en juillet 1960, conscient qu'il provoquerait la controverse. Bien que certains groupes comme l'ACLU et l'ADL défendirent son droit constitutionnel à manifester, les autorités de New York lui refusèrent l'autorisation en raison du risque d'émeute. Peu après, il se heurta à des vétérans juifs, fut arrêté et déclaré psychologiquement inapte à être jugé, ce qui mena à son internement dans un hôpital psychiatrique. Cet épisode le poussa à écrire une brochure expliquant comment feindre d'être sain d'esprit pour échapper à un internement involontaire. En 1961, il publia son autobiographie « This Time the World » et l'année suivante, il participa à un camp néo-nazi en Angleterre aux côtés du Britannique Colin Jordan, où ils fondèrent la World Union of National Socialists. Plus tard, il remit une médaille à un membre de son groupe pour avoir agressé physiquement Martin Luther King Jr. Entre 1964 et 1966, George Lincoln Rockwell vécut l'apogée de sa notoriété. Bien que le nombre de membres actifs du parti nazi américain resta faible, ses manifestations constantes, provocations et actes publics lui permirent de rester au centre de l'attention médiatique. Cependant, Rockwell ne cherchait pas la célébrité pour elle-même, mais comptait l'utiliser comme tremplin vers le pouvoir politique réel, chose qu'il n'atteignit jamais. Se rendant compte que la provocation ne faisait que le maintenir en marge du système, il commença à élaborer une stratégie plus structurée et durable pour élargir son influence. Rockwell estimait que le manque d'impact politique de son mouvement était dû en partie à l'incompétence de ses partisans. Il pensait que beaucoup ne comprenaient pas les fondements du national-socialisme et n'étaient pas à la hauteur de ses attentes. Seuls quelques-uns, comme Matt Keul, répondaient à ces critères. Pour attirer des membres plus qualifiés, il créa une organisation écran appelée United White Christian Majority et tenta de relancer un groupe de jeunes nommé White Youth Corps. Bien que ces deux initiatives échouèrent, seules 2 délégations du parti, au Texas et dans le sud de la Californie, connurent une certaine croissance réelle durant cette période. Néanmoins, ces années attirèrent une figure clé, William Luther Pierce, qui rejoignit le mouvement en 1965 et devint l'un de ses principaux collaborateurs. Dès 1966, Rockwell lança de nouvelles publications comme le magazine National Socialist World, édité par Pierce lui-même, dans le but d'offrir une vision idéologique plus raffinée et systématique. Cette même année, Rockwell mena une manifestation contre Martin Luther King Jr. à Cicero, dans l'Illinois, en défense de la ségrégation raciale. En outre, en réponse au slogan Black Power du mouvement pour les droits civiques, il créa le terme White Power, qui devint l'un des mots d'ordre les plus emblématiques de son mouvement suprémaciste. John Patler, d'origine grecque, fut l'un des membres les plus proches de George Lincoln Rockwell et rédacteur en chef du magazine The Stormtrooper. Bien que ses origines ethniques aient provoqué des tensions au sein du parti nazi américain, Rockwell le défendait, promouvant une vision plus large de la suprématie blanche, ce qui divisa le parti en 2 factions. L'unité aryenne traditionnelle de Matt Keul et le courant White Power plus inclusif, dirigé par Rockwell. En 1967, Rockwell tenta d'américaniser le mouvement. Il changea le nom du parti, le logo et la devise, et rédigea de nouveaux principes idéologiques. Ces changements, en grande partie impulsés par Patler, provoquèrent davantage de tensions internes jusqu'à ce que Patler soit expulsé. En réponse, il commença à envoyer des lettres alternant haine et supplications de réconciliation, révélant une relation émotionnellement instable avec Rockwell. Cette même année, Rockwell survécut à une tentative d'assassinat et demanda sans succès un permis de port d'armes. Dans ce climat tendu, sa compagne Barbara von Goetz donna naissance à leur fille Gretchen, qui mourut quelques mois plus tard d'une maladie génétique, tout comme une fille précédente. Ce nouveau coup personnel affecta profondément Rockwell. La relation avec Patler se termina tragiquement. Le 25 août 1967, Patler l'assassina d'un coup de feu à Arlington, en Virginie. Ce crime mit fin à une histoire marquée par les trahisons, la radicalisation et une spirale de haine qui finit par détruire le propre chef du nazisme américain. Près de 2 mois après la tentative d'assassinat manquée, le 25 août 1967, George Lincoln Rockwell fut abattu par John Patler, ancien membre de son propre mouvement, alors qu'il sortait d'une laverie à Arlington, en Virginie,
tout près du siège de son organisation. Après être entré dans l'établissement en affirmant avoir oublié quelque chose, Rockwell retourna à sa voiture. À ce moment-là, 2 coups de feu furent tirés. Le premier ne l'atteignit pas, mais le second le frappa en pleine poitrine. Bien qu'il tentât de sortir du véhicule, il s'effondra sur le trottoir mourant à 12h02. La police locale arrêta Patler peu de temps après, à seulement quelques kilomètres du lieu du crime. Les procureurs affirmèrent que le mobile était une vengeance liée à son expulsion du parti. On spécula aussi que Patler avait agi par frustration face au manque de soutien de Rockwell, face aux attaques sur ses origines ethniques, en particulier de la part de leaders comme Coel et Pierce. Le biographe Frederick G. Simonelli écarta toutefois cette théorie, affirmant que Rockwell l'avait soutenue. Une autre hypothèse évoquait une supposée infidélité de Rockwell avec l'épouse de Patler, bien que cette version n'ait jamais été présentée au procès, et que Patler ait même exprimé son acceptation à ce sujet dans une lettre. On suggéra également que Patler était responsable de la tentative d'assassinat survenue en juin de la même année. Patler nia les accusations et sa défense tenta de rejeter la responsabilité sur Keul, insinuant qu'il aurait profité de la disparition de Rockwell. Certains membres comme Carl Allen mirent en doute la culpabilité de Patler et créèrent un fonds légal pour sa défense, alléguant un complot orchestré par la Ligue anti-diffamation. Bien que la majorité du parti crût en la culpabilité de Patler, certains secteurs soupçonnaient une trahison interne. Le garde du corps personnel de Rockwell, Francis Joseph Smith, après sa propre enquête, accusa Keul, Pierce et Lloyd d'avoir comploté l'assassinat, désignant Christopher Widniewicz comme le véritable auteur du crime, ce qui mena plus tard à une fusillade entre Smith et Widniewicz, dont les deux survécurent. Finalement, Patler fut condamné à 20 ans de prison pour le meurtre. Bien qu'il ait fait appel et obtenu une libération sous caution, la Cour suprême de Virginie confirma sa condamnation en 1970, l'obligeant à retourner en prison. Par la suite, son dossier fut également rejeté par la Cour suprême des États-Unis en 1972. Il fut libéré sur parole en 1975, mais pour avoir enfreint les conditions un an plus tard, il fut de nouveau incarcéré pour 6 années supplémentaires, jusqu'à purger la totalité de sa peine. Après la restitution du corps de Rockwell à la suite de l'autopsie, un conflit éclata entre sa famille et Matt Keul, alors numéro 2 du Parti national-socialiste des peuples blancs. Tandis que les proches souhaitaient une cérémonie privée sur Southport Island, dans le Maine, Keul planifiait des funérailles de grande envergure à visée propagandiste pour le parti. Il proposa même de l'enterrer au cimetière national d'Arlington, vêtu de son uniforme nazi, ce qui indigna profondément le frère de Rockwell, Bobby, qui qualifia ses projets de mascarade répugnante, orchestrés par des idiots. Bobby entreprit une action en justice pour récupérer le contrôle du corps, mais Keul, s'appuyant sur le testament de Rockwell, tenta de faire valoir ses droits. Dans un geste d'intimidation, il menaça d'encercler la maison de la mère de Rockwell, située dans un quartier juif, avec des militants nazis. Finalement, la famille renonça à ses efforts et annonça publiquement qu'elle n'assisterait pas aux funérailles. Le gouvernement fédéral autorisa l'inhumation de Rockwell au cimetière national de Culpeper, compte tenu de son statut de vétéran ayant reçu une libération honorable. Certaines conditions furent imposées. Les symboles nazis et une garde d'honneur exclusivement blanche furent interdits, bien qu'il fût autorisé à être enterré dans son uniforme nazi. Les funérailles eurent lieu le 29 août et furent accompagnées d'un cortège de partisans en uniforme. À leur arrivée, les forces de sécurité de l'État et les forces militaires bloquèrent l'accès au cimetière. Un fonctionnaire expliqua les conditions à Keul et demanda à ses hommes de retirer les croix gammées, ce qu'ils refusèrent de faire. L'impasse dura des heures et, dans le chaos, un train faillit percuter l'un des véhicules du cortège. Un soldat ayant rejoint le camp nazi fut arrêté, ce qui déclencha une série d'affrontements avec la police militaire et plusieurs arrestations. Le lendemain, Keul prit la décision de faire incinérer le corps de Rockwell en secret, s'éloignant ainsi de toute cérémonie publique. Rockwell faisait fréquemment l'éloge d'Adolf Hitler, qu'il appelait le « sauveur blanc du XXe siècle ». Il niait l'Holocauste et considérait Martin Luther King Jr. comme un instrument utilisé par les communistes juifs pour dominer la population blanche. Dans une interview pour Playboy avec Alex Haley, Rockwell déclara «
je nie catégoriquement qu'il existe une preuve valable que les nazis aient assassiné systématiquement des juifs innocents. De plus, il attribuait le mouvement des droits civiques à l'influence juive et voyait la majorité des juifs comme des loyaux. Il considérait la population afro-américaine comme appartenant à un groupe arriéré et proposait son transfert vers un nouvel État africain financé par le gouvernement des États-Unis. Ces positions l'éloignèrent de son entourage familial et social. Les affaires et la vie personnelle de son frère furent gravement affectées par son lien avec Rockwell, et amis comme membres de la famille commencèrent à s'éloigner, choqués par son comportement. Beaucoup pensaient que sa radicalisation pouvait être due à des troubles mentaux. Son propre père tenta à plusieurs reprises de le convaincre d'abandonner ses idées, sans succès, ce qui entraîna de vives disputes entre eux. Rockwell ne maintenait pratiquement aucun contact avec ses ex-épouses ni avec ses enfants, se limitant à une correspondance régulière uniquement avec sa mère et sa sœur. Son dernier livre, White Power, fut publié peu après sa mort. Cette œuvre, plus qu'une défense du nazisme classique, s'oriente vers une vision plus large du suprémacisme blanc, abandonnant les discriminations anciennes que les nazis entretenaient même envers certains groupes européens, comme les slaves. Le texte utilise un langage très direct et dur pour promouvoir sa vision idéologique, accusant certains groupes de fomenter des divisions raciales aux États-Unis et présentant le conflit racial comme une menace croissante. Le livre cherche à motiver les partisans de ces idées à s'unir et à agir, et a été qualifié par certains chercheurs d'appel à l'action. George Lincoln Rockwell est considéré par beaucoup comme le pionnier du néonazisme aux États-Unis. Bien que son nom reste relativement inconnu du grand public, son influence dans les secteurs les plus radicaux de l'extrême droite a été profonde et durable. Son plus grand héritage fut le mouvement White Power, qui redéfinit le concept de suprémacisme blanc en ouvrant les portes à toute personne blanche non juive, éliminant les anciennes restrictions d'origine nordique ou de croyances religieuses. À travers cette vision, Rockwell planta la graine d'une idéologie qui continuerait de se ramifier bien après sa mort. L'écho de la croix gammée, la résurgence du nazisme au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, des figures influentes émergèrent également au sein du mouvement néo-nazi, embrassant ouvertement les doctrines et l'esthétique du Troisième Reich. L'un des plus notables fut Colin Jordan, qui dirigea des groupes comme le National Socialist Movement et la World Union of National Socialists. Jordan promouvait une vision du nazisme comme idéologie panarienne mondiale, s'inspirant directement des idées d'Adolf Hitler et les adaptant au contexte britannique. Colin Jordan, fils de Percy Jordan, un universitaire, et de Bertha Jordan, une institutrice, fut formé à la Warwick School entre 1934 et 1942. Durant la Seconde Guerre mondiale, il tenta de s'engager dans la Fleet Air Arm et la Royal Air Force, mais ne parvint pas à réussir les épreuves et s'enrôla finalement dans le British Army Educational Corps. Après sa libération du service en 1946, il suivit des études au Sydney Sussex College de l'Université de Cambridge, où il obtint une licence en histoire en 1949 avec une mention de 2e classe. Cette même année, il commença à enseigner les mathématiques à la Stoke Secondary Modern Boys School de Coventry. En 1953, il reçut le titre de Master of Arts, MA. Peu après, il rejoignit la League of Empire Loyalists, une organisation nationaliste, où il occupa le poste de coordinateur pour la région des Midlands. En 1962, Colin Jordan fonda une nouvelle organisation de tendance nationale socialiste, le National Socialist Movement, qui prit le nom de British Movement en 1968. Aux côtés de John Tyndall, une figure majeure du mouvement, ils commencèrent à se faire remarquer par des actions publiques, comme le meeting de Trafalgar Square le 2 juillet de cette même année, qui se termina en émeute après l'affrontement avec des opposants. En conséquence, Jordan fut licencié de son poste de professeur à Coventry, après une suspension temporaire liée à ces événements. Cette même année, Jordan organisa un sommet international d'extrémistes à Gloucestershire, qui mena à la fondation de la World Union of National Socialists. Il fut nommé chef de la branche européenne et porta le titre de Führer mondial, avec George Lincoln Rockwell, leader du mouvement nazi américain, comme second. Cependant, Jordan et ses collaborateurs furent arrêtés pour avoir tenté de former une organisation paramilitaire appelée Spearhead,
inspiré des SA nazis. Après avoir été observé en train de s'entraîner par la police en civil, Jordan fut condamné à 9 mois de prison en octobre 1962. À sa libération, dans un épisode controversé, Jordan épousa en 1963 Françoise Dior, nièce du célèbre couturier français et ancienne fiancée de Tyndall, alors encore incarcéré. Ce mariage, qui semblait avoir pour objectif d'éviter son expulsion, provoqua une rupture définitive entre les deux dirigeants. Dior annonça leur séparation quelques mois plus tard, en 1964, bien que le divorce ne fût officialisé qu'en 1967. Lors des élections partielles de Layton en 1987-1965, Jordan mena une manifestation provocatrice lors d'un meeting travailliste et reçut un coup de poing du ministre de la Défense de l'époque, Denis Healey. Cette stratégie de confrontation publique n'était pas nouvelle. En 1964, Jordan avait soutenu des campagnes racistes comme celle de Smethwick, en promouvant des slogans ouvertement xénophobes contre les partis traditionnels. Ces actions aboutirent à sa condamnation en 1967 à 18 mois de prison pour incitation à la haine raciale, à travers des brochures telles que l'invasion des gens de couleur. En 1972, il provoqua un autre scandale en étant condamné à une amende pour avoir incité à une grève à l'aéroport de Heathrow afin de protester contre l'arrivée d'immigrants asiatiques venus d'Ouganda. Déjà en déclin, il réorganisa son mouvement en 1968. Mais en 1974, il fut remplacé à la tête du British Movement par Michael McLaughlin. Sa figure fut complètement discréditée après son arrestation en 1975 pour avoir volé de la lingerie féminine dans un supermarché, un délit pour lequel il reçut une amende. Ainsi se termina la carrière publique de l'un des néo-nazis les plus visibles du Royaume-Uni au XXe siècle. La division grise, néo-nazisme dans les tranchées de l'Ukraine. Andriy Bilecki est l'une des figures les plus reconnues du nationalisme radical dans l'Ukraine contemporaine. Il fut le fondateur et premier commandant du bataillon Azov, une milice de volontaires apparue en 2014, connue tant pour son efficacité militaire que pour son symbolisme ultranationaliste. De plus, Bilecki fut à l'origine de l'Assemblée sociale nationale, une plateforme idéologique qui promouvait des positions extrêmes dans le contexte de l'agitation politique ukrainienne. Par la suite, il dirigea le parti Corps national et occupa un siège au Parlement entre 2014 et 2019. L'Ukraine, en plein conflit armé et instabilité politique, n'a pas échappé à la résurgence de mouvements extrémistes. Ces dernières années, des leaders et groupes aux affinités néo-nazis évidentes ont émergé, gagnant en visibilité médiatique et obtenant même une représentation politique. Andriy Bilecki est né en 1979 dans la ville de Kharkiv, dans l'ancienne Union soviétique. Sa famille avait de profondes racines nationales. Du côté paternel, il descendait de Cosaques ayant fondé un village dans la région de Kharkiv, et du côté maternel, d'une lignée noble liée à des mouvements révolutionnaires ukrainiens du XIXe siècle. Dès son jeune âge, il montra un caractère rebelle et patriotique. Il refusa d'intégrer les organisations de jeunesse soviétiques et, avec d'autres élèves, alla jusqu'à hisser le drapeau ukrainien dans son école comme geste symbolique d'indépendance. L'un des livres marquants de son enfance fut une œuvre historique sur l'Ukraine interdite par le régime soviétique. Pendant la guerre du Kosovo, il tenta sans succès de rejoindre l'armée yougoslave comme volontaire pour combattre l'USK. En 2001, il termina ses études d'histoire à l'université de Kharkiv avec un mémoire centré sur les mouvements armés ukrainiens. La même année, il participa à des manifestations contre le gouvernement, fut arrêté et signalé par les services de sécurité de l'État. En 2002, Andriy Bilecki prit la tête de la division de Kharkiv de l'organisation nationaliste Trizoub. Parallèlement, il était membre actif de la délégation locale du Parti social national d'Ukraine, bien qu'il ait rejeté sa transformation ultérieure en Parti Svoboda, s'opposant ouvertement à ce changement idéologique. Après la réforme du Parti social national d'Ukraine et la dissolution du groupe d'origine patriote d'Ukraine, Bilecki se chargea en 2005 de le réorganiser comme entité entièrement autonome, sans lien avec aucun parti politique. Cette nouvelle version était composée en grande partie d'anciens membres de groupes nationalistes tels que l'UNA UNSO, Trizoub, et d'ex-militants du Parti social national d'Ukraine, notamment dans la région de Kharkiv.
Cette même année, Bilecki commença également à collaborer avec le Parti conservateur ukrainien, une formation nouvellement créée. Lors des élections législatives de 2006, il tenta d'obtenir un siège au Parlement ukrainien, mais ne récolta pas suffisamment de voix pour entrer à la Rada suprême. Durant les manifestations de l'Euromaïdan, des membres de l'organisation Patriote d'Ukraine, dirigée par Andriy Bilecki, participèrent à la création du mouvement ultranationaliste secteur droit le 28 novembre 1913. Le 24 février 1014, le Parlement ukrainien adopta une résolution pour libérer les prisonniers politiques. Et le lendemain, Bilecki fut acquitté de toutes les charges et libéré avec d'autres activistes. Peu après, le 12 mars, il prit la tête des opérations spéciales du secteur droit dans l'est de l'Ukraine, couvrant des régions comme Poltava, Kharkiv, Donetsk et Luhansk. Le 5 mai de la même année, dans la ville de Berdiansk, il fonda le bataillon Azov et en devint le premier commandant. Ce groupe paramilitaire était composé de membres de son mouvement, de supporters radicaux de football et d'activistes du mouvement Automaïdan. Avec le temps, le bataillon fut officiellement intégré à la Garde nationale d'Ukraine le 20 novembre 2014, gagnant en notoriété et recevant le surnom de « petits hommes africains » en référence ironique à leurs homologues russes. Le 13 juin, Bilecki mena ses hommes lors de la première bataille de Mariupol, considérée comme une victoire tactique décisive. Selon le journaliste britannique Askold Krushelnicki, son comportement au combat fut calme et stratégique. En reconnaissance, il reçut le 2 août l'Ordre du Courage de 3e degré et fut promu peu après, le 15 août, au rang de lieutenant-colonel dans la police ukrainienne. C'est à ce moment que le bataillon Azov commença à se forger une réputation de force redoutée et très efficace sur le champ de bataille. Cependant, leur notoriété ne provenait pas uniquement de leur prouesse militaire. Le bataillon attira également l'attention et la controverse en raison des idéologies de certains de ses premiers membres et des symboles qu'ils utilisaient. Plusieurs fondateurs étaient issus de mouvements ultranationalistes et d'extrême droite, ce qui suscita des inquiétudes en Ukraine et à l'étranger. L'un des emblèmes les plus controversés associés au bataillon était le Wolfsangel, ou Angelou en français. Cette figure, ressemblant à un crochet en forme de Z, a des origines dans l'héraldique germanique, mais fut adoptée pendant la Seconde Guerre mondiale par certaines unités des Waffen-SS nazis, lui conférant une charge symbolique troublante dans le contexte actuel. Ce détail ne passa pas inaperçu. Bien que le bataillon Azov ait réitéré à plusieurs reprises que le symbole Wolfsangel représentait, pour eux, l'esprit combatif et qu'il était lié aux lettres N et I, abréviation de idée nationale, sa similitude avec l'iconographie nazie suscita de nombreuses polémiques. À cela s'ajouta l'apparition d'un autre symbole controversé, le soleil noir, une roue solaire associée à l'Allemagne nazie. Des images de certains de ses premiers membres exécutant des saluts nazis ou posant avec des drapeaux à croix gammée ne firent qu'aggraver la perception d'un lien idéologique extrême. En outre, au début du conflit, l'unité attira des volontaires étrangers au penchant néo-nazi, renforçant encore l'idée que Azov était lié à des mouvements extrémistes. Malgré le scandale, le gouvernement ukrainien ne put ignorer l'efficacité du bataillon. Vers la fin de 2014, Azov fut officiellement intégré à la Garde nationale ukrainienne, devenant une unité militaire régulière avec une structure plus professionnelle et sous contrôle de l'État. Au fil du temps, le bataillon Azov évolua et fut réorganisé en régiment Azov, augmentant en taille et en capacité opérationnelle. En 2021, face à la demande croissante d'une structure militaire renforcée, cette unité fut élevée au rang de brigade, marquant un tournant dans son histoire. Au cours de ce processus, Azov devint l'une des formations les plus grandes et les mieux équipées des forces armées ukrainiennes. En outre, l'intégration progressive de nouvelles recrues, dont beaucoup ne partageaient pas les idéologies radicales des fondateurs, permit de nuancer, du moins en partie, l'image controversée du groupe, l'éloignant du symbolisme extrémiste qui l'avait marqué à ses débuts. Malgré les controverses de ses origines, le bataillon Azov réussit à s'intégrer officiellement dans l'armée ukrainienne en 2014. Cette incorporation s'accompagna d'une profonde transformation. Il fut interdit à ses membres de participer à des activités politiques
ce qui provoqua le départ de plusieurs fondateurs, dont Andriy Bilecki, qui fonda par la suite le parti d'extrême droite Corps National. Avec le temps, le lien entre le régiment militaire et les mouvements politiques qui en étaient issus s'estompa. Tandis que le régiment se professionnalisait dans les structures militaires officielles, le Corps national et d'autres organisations issues de ses anciens membres poursuivirent leur propre chemin, organisant des actions et des discours qui alimentèrent leur réputation radicale, mais sans lien direct avec la nouvelle structure militaire d'Azov. À partir de 2022, le régiment Azov opérait sous le commandement direct de l'État ukrainien et ses rangs reflétaient une diversité ethnique impensable à ses débuts. Son nom perdura, mais ses liens idéologiques initiaux appartenaient officiellement au passé. Pourquoi le néo-national-socialisme n'a-t-il jamais retrouvé sa place en Allemagne? Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le national-socialisme ne s'est plus développé de manière significative en Allemagne, mais a trouvé de nouveaux espaces dans des contextes étrangers à son lieu d'origine. Déjà pendant le conflit, Hitler avait exhorté les populations d'Europe occidentale occupées à rejoindre sa lutte contre le communisme, ce qui favorisa une intense propagande idéologique dans les régions de culture germanique. Avec le temps, cette doctrine fut adoptée dans d'autres parties du monde, notamment dans des pays à majorité de descendance européenne comme les États-Unis, l'Argentine ou l'Afrique du Sud. Dans chacun de ces endroits, le nazisme fut réinterprété selon des réalités locales et ethniques distinctes. Toutefois, un aspect de son idéologie demeura presque intact: l'antisémitisme fondé sur des théories pseudo-scientifiques à base génétique. La troisième vague, liée à l'idéologie nationale-socialiste, s'est configurée à partir de ce que l'on appelle la nouvelle droite. Ce mouvement dissimule son racisme d'origine européenne sous un discours ethnoculturel, reproduisant en substance la même idéologie avec une apparence renouvelée. La nouvelle droite est née en France à la fin des années 1960, se présentant comme un courant culturel avec l'intention explicite d'établir un contre-pouvoir face à la pensée marxiste et à l'hégémonie de la gauche, misant sur la formation de nouvelles élites intellectuelles et dirigeantes. Finalement, l'empreinte pernicieuse de la tradition philosophique et politique allemande s'est révélée dans la 4e génération du national-socialisme, les skin-nazis. Cette branche, considérée comme la plus agressive depuis la Seconde Guerre mondiale, cherche à matérialiser l'idéal d'un pan-européisme néo-nazi à travers l'action directe. Le phénomène skinhead est né au Royaume-Uni à la fin des années 1960, précisément dans les quartiers ouvriers de villes comme Londres, East End et Manchester. Les jeunes intégrant ce mouvement se distinguaient par leur apparence: crâne rasé, pantalons serrés, chemise sans col, bretelles, bottes militaires à embouts métalliques, Doc Martens, conçus autant pour se défendre que pour attaquer, et blousons de type bomber. Cette nouvelle sous-culture juvénile rompit avec les styles précédents comme ceux des rockers ou des modes, adoptant une esthétique dure qui revendiquait fièrement ses origines ouvrières à travers une relecture visuelle de la classe laborieuse traditionnelle. La culture skinhead s'est formée à partir d'une fusion insolite entre deux courants apparemment opposés, celui des Rude Boys, jeunes afro-caribéens, principalement jamaïcains, avec un fort sentiment identitaire, et celui de la jeunesse ouvrière blanche britannique. Des Jamaïcains, les skinheads adoptèrent des éléments du langage de rue, du style vestimentaire, y compris la tête rasée, voire des aspects musicaux, ainsi qu'une alliance singulière entre blancs et africains jamaïcains contre la communauté pakistanaise, ce qui entraîna de fréquents conflits avec les immigrants de cette origine. Cette combinaison culturelle donna naissance au ska, un genre musical qui mêlait rock et reggae et qui évolua à la fin des années 70 sous l'influence du punk, donnant naissance à la musique oi. Ce nouveau style, qualifié par ses adeptes de punk de la rue, conservait une sonorité très proche du punk classique, et de nombreuses chansons étaient jouées dans des contextes marqués par l'alcool et une euphorie collective. Jusqu'au début des années 1980, la culture skinhead restait globalement éloignée de toute position politique claire. Toutefois, dans les années 1970, un changement majeur se produisit dans cette sous-culture. L'alliance initiale entre jeunes Britanniques et Jamaïcains se rompit et dès 1972, on observa des attaques de groupes skinheads contre de jeunes Africains. Bien qu'une certaine tension existât déjà, ce fut dans les années 1980
que la politisation du mouvement s'intensifia, notamment dans l'univers des stades de football, sous l'influence croissante du National Front, parti néofasciste britannique. Le National Front trouva un écho auprès de nombreux skinheads et supporters radicaux de football, connus sous le nom de hooligans, grâce à son journal Bulldog, qui dès 1980 offrit un espace aux partisans de différents clubs britanniques pour se vanter ouvertement de leurs actes racistes. Ce lien entre hooligans, skinheads et représentants locaux du National Front se renforça rapidement. En parallèle, le British Movement reproduisit cette stratégie avec sa publication de Phoenix, cherchant à attirer l'attention des mêmes secteurs. Un acteur clé dans cette fusion entre musique, jeunesse et politique d'extrême droite fut le groupe Screwdriver, dirigé par Ian Stuart Donaldson. Soutenu par le National Front dès 1981, le groupe devint une référence du rock à orientation d'extrême droite sous le slogan « Rock Against Communism ». Dans cet environnement, naquit en 1982 le label discographique White Noise, chargé de promouvoir des groupes alignés idéologiquement et d'étendre l'influence du mouvement par des paroles de plus en plus chargées de messages racistes et d'apologie du nazisme. Ce virage radical marqua une nouvelle étape dans l'histoire du mouvement skinhead, où musique, violence et idéologie extrémiste convergèrent en un phénomène social qui franchit les frontières britanniques, laissant une empreinte inquiétante dans l'imaginaire politique et culturel européen. La radicalisation idéologique du mouvement skinhead dans les années 90 entraîna une forte fragmentation interne. En réaction à l'essor du discours d'extrême droite, apparurent des factions opposées au sein même du mouvement, comme les Redskins, identifiés par leur position de gauche et antifasciste. Ces groupes mirent en place des initiatives et collectifs comme Skins Hate the NF, Anti-Nazi League ou Skinheads Against Racial Prejudice, SHARP, qui s'opposaient ouvertement au racisme et à l'extrême droite. De plus, de nouvelles identités virent le jour au sein de la culture skinhead, comme les homoskins, membres issus du collectif LGTBI, les Skin Girls ou Chelseas, femmes impliquées dans le mouvement, et les Skin Hooligans, fortement liés à l'environnement footballistique. Cette diversification idéologique et des profils personnels a élargi les frontières du mouvement au-delà de son image initiale d'homogénéité et de violence. Durant les années 1980 et 1990, la culture skinhead s'est considérablement étendue en Europe, révélant de plus en plus clairement les divergences idéologiques entre ses membres. Tandis que certains rejoignaient de petits groupes communistes ou anarchistes, beaucoup choisirent de militer dans des partis politiques établis, en particulier le Parti travailliste. L'évolution du mouvement reflétait une polarisation croissante entre ceux qui adoptaient la rhétorique néofasciste et ceux qui, au sein du même environnement esthétique et culturel, rejetaient totalement l'intolérance, le racisme et la discrimination, transformant le phénomène skinhead en champ de bataille symbolique entre visions opposées du monde. Actuellement, le mouvement skin nazi est fragmenté en 3 principales branches. La première, connue sous le nom de Hammerskin, maintient des liens étroits avec la violence urbaine et les milieux les plus radicaux du football. La deuxième, Blood and Honor, est davantage orientée vers la sphère musicale et affiche un degré plus élevé de politisation. La troisième, Volksfront, apparue en 1994 dans l'État de l'Oregon aux États-Unis, combine des éléments organisationnels avec une vision idéologique plus structurée. Dans ce contexte, des subdivisions prolifèrent également selon les intérêts particuliers ou les inclinaisons idéologiques. Par exemple, les skinheads SXE adoptent un style de vie naturel et abstinent, tandis que les hooligans expriment leur identité à travers la passion du football. Sur le plan doctrinal, certains adoptent des positions de suprématie raciale, d'autres prônent le séparatisme, et quelques-uns fusionnent même le néonazisme avec des courants extrémistes tels que le satanisme ou certaines visions islamistes radicalisées. Le message central du skin-nazisme contemporain tourne autour d'un racisme pan-européen qui exalte la prétendue supériorité de la soi-disant race blanche. Ses membres proclament sans réserve l'existence d'un complot sémite visant à dissoudre cette identité par le métissage et l'immigration de masse. Leur rhétorique ne cherche plus à construire une théorie raciale complexe,
mais se réduit à des slogans appelant à l'action directe et au rejet absolu de la diversité ethnique. Loin de proposer une réinterprétation idéologique du vieux national-socialisme, ce nouveau mouvement s'appuie sur une vision manichéenne du monde, où une Europe blanche et pure serait constamment menacée par des ennemis extérieurs. Le terrorisme associé au mouvement skin nazi représente la manifestation violente des discours promus par l'extrême droite européenne après la Seconde Guerre mondiale. Bien que beaucoup de leurs actions paraissent de simples actes de vandalisme sans direction claire, elles répondent en réalité à une logique politique désorganisée, certes, mais facilement exploitable par des idéologies extrémistes. Ce réseau de jeunes radicalisés est parvenu à s'implanter dans de nombreux pays européens, ainsi qu'en Amérique du Nord. Loin d'être un phénomène isolé, le mouvement skin nazi a connu une expansion internationale préoccupante. À la moitié des années 1995, la Ligue anti-diffamation de Washington publia un rapport qui reflétait clairement cette réalité. En juin 1995, plus de 70 000 skinheads furent recensés dans 33 pays avec des liens organisationnels solides, souvent maintenus et renforcés grâce à Internet, qui commençait déjà à devenir un outil clé pour la propagation de la haine. En Allemagne, le néonazisme rencontra dès le départ de sérieux obstacles juridiques, politiques et sociaux qui empêchèrent son enracinement en tant que force significative. Néanmoins, diverses expressions extrémistes parvinrent à maintenir cette idéologie vivante en marge de la société. La première vague de néonazisme après la Seconde Guerre mondiale se caractérisa par la négation systématique de l'Holocauste. Des auteurs comme Thies Christophersen et Arthur Butz tentèrent de discréditer le génocide juif en le présentant comme une mise en scène orchestrée par des intérêts internationaux. Ces idées trouvèrent un écho dans les milieux d'extrême droite hors d'Allemagne, notamment en Argentine, en Espagne et aux États-Unis, où naquirent des maisons d'édition et des centres de diffusion comme l'Institut de révision historique. Pendant ce temps, en Allemagne, les lois interdirent strictement toute exaltation du nazisme, rendant son expression publique difficile. Au cours des années 1980 et 1990, le mouvement skinhead offrit une nouvelle plateforme à ces idées radicales. Bien qu'il ne fût pas à l'origine un phénomène politique, ce sous-groupe de jeunes se politisa, absorbant des éléments du néofascisme. De là naquirent des factions violentes comme les Hammerskins ou Blood and Honor, qui combinaient culte de la violence et racisme affiché. L'expansion d'Internet à la fin du XXe siècle leur permit de mettre en place des réseaux transnationaux, facilitant la coordination d'actes, la diffusion de propagande et le recrutement, souvent par la musique ou le football. Malgré sa marginalité politique, la menace du néonazisme ne disparut pas. Dans l'Allemagne réunifiée, le rejet de l'immigration et des réfugiés devint l'un des moteurs du discours extrémiste. Les agressions contre les étrangers, les homosexuels et d'autres groupes vulnérables se multiplièrent dans les années 1990, alimentées par le vide idéologique et le malaise économique dans l'est du pays. Cependant, la société civile et les institutions allemandes réagirent avec fermeté. Campagnes éducatives, surveillance étatique et condamnations judiciaires ont maintenu le néonazisme sous contrôle, l'empêchant de regagner l'influence qu'il avait eue par le passé.